En juin 1999, le collectif des familles de disparus en Algérie CFDA a été créé officiellement en France en tant qu'association régie par la loi de 1901. En juin 2016, soit 17 ans après, Radio des Sans-Voix voit le jour. À cette occasion, une soirée de lancement a été organisée mercredi 15 juin dernier dans les locaux de SOS Disparus à Alger. Nous avons choisi comme thème « Devoir de vérité et de justice ». Nous avons essayé d'analyser l'avant-projet de loi adopté par les ministres le 31 mai dernier fixant la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil national des droits de l'homme, avec nos invités Maître Nordine Benissad, président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, avec Madame Nassera Dutour, porte-parole du collectif des familles de disparus en Algérie, avec Djellel Mokrani, qui est membre actif au sein de l'association Rage. Nous avons essayé surtout d'analyser le projet de loi visant à imposer le silence aux militaires à la retraite ainsi qu'aux officiers de réserve adopté en Conseil des ministres et qui prévoit d'importantes sanctions contre les contrevenants. Dans son article 2, complétant l'article 24 de l'ordonnance, ce projet de loi portant statut général des personnes militaires rappelle à ces militaires l'obligation de réserve en tout lieu et en toutes circonstances. Tout manquement au devoir de nature à porter atteinte à l'honneur et au respect dû aux institutions de l'État peut faire l'objet, à l'initiative des autorités publiques, de retrait de la médaille d'honneur, de plainte auprès des juridictions compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur, précise le texte. Selon le projet de loi, ces nouvelles mesures vise à mettre en place un dispositif juridique dissuasif, impératif et gradué qui consacre le devoir de réserve à l'égard des militaires de carrière versés dans la réserve, devoir auquel ils resteront astreints après toute la durée de leur cessation d'activité. Alors, chers auditeurs, chères auditrices de Radio des Sans-Voix, je laisse la parole à nos invités. Tout d'abord avec Maître Nordine Benissad. Bonjour Maître, marhaba bik ma'ana ce soir au lancement de Radio des Sans-Voix. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Alors, c'est Maître Benissad, président de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir, Sahaf Torkom. J'avoue que pour ces textes, j'ai pas une connaissance très approfondie. Parce que le premier est toujours avant-projet de loi. C'est-à-dire que c'est même pas encore, du point de vue de la procédure, c'est même pas encore un projet concernant le Conseil des droits de l'homme. Et le deuxième, effectivement, concernant l'obligation de réserve faite aux militaires en exercice, aux militaires en retraite, c'est effectivement un projet de loi qui est déjà soumis au Parlement. Donc pour le premier, le Conseil, franchement, même pour ces deux textes, il n'y a pas grand-chose à dire. Parce que pour le Conseil national des droits de l'homme, c'est l'ex-commission consultative des droits de l'homme qui est devenue Conseil national des droits de l'homme. Maintenant, c'est un organe officiel. Donc il faut toujours être un peu j'allais dire, vigilant vis-à-vis des droits de l'homme officiels. Et puis on verra bien quelle sera d'abord la composition, quelle est sur le terrain, donc quel est l'impact qu'elle va avoir du point de vue donc, de l'analyse des droits de l'homme et surtout les prérogatives qu'on a données à ce Conseil national en termes donc, de propositions et de rapports concernant la situation des droits de l'homme. Pour le deuxième aspect, concernant le deuxième point plutôt concernant l'obligation de réserve, autant je comprends qu'un militaire qui est en exercice, parce que je considère un militaire, c'est un fonctionnaire. Donc quelque part, il y a ce qu'on appelle une neutralité de l'administration. Et c'est tout à fait... Pardon ? Oui, je parle des militaires en exercice.
Pour moi, c'est des fonctionnaires et il est tout à fait normal que le fonctionnaire, l'administration doit être neutre. Et il y a une obligation de réserve, je trouve que c'est tout à fait normal. Après, les militaires en retraite, il y a deux aspects. Donc il y a un aspect où le militaire ou cet ancien militaire a eu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, donc des secrets militaires, etc. Donc, à mon avis, il est toujours astreint à cette confidentialité, à ce droit, à cette obligation de réserve concernant les choses qu'il a eu à connaître en tant que militaire, d'ailleurs même dans les fonctions civiles. Vous avez des fonctions civiles, on a eu à connaître des secrets d'une entreprise, d'une administration, etc. Et donc, on n'avait pas le droit, après, en principe, une certaine période, de vous exprimer sur ces choses-là. Et après, sur des sujets de société, sur des sujets politiques, etc., je ne vois pas, à mon avis, disparition forcée, par exemple. À mon avis, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Parce qu'après, dès qu'on sort des secrets militaires, après, on se prononce, même si c'est un ancien militaire, il a le droit, c'est devenu un citoyen, donc il a le droit de s'exprimer sur des sujets qui concernent la société, aussi bien les disparus que, je veux dire, tous les sujets de société. Voilà. Merci. Si vous avez des questions à poser, vous prenez le micro. Justement, d'abord, c'est l'obligation de réserve imposée aux militaires. C'est d'abord un projet, c'est pas un avant-projet, c'est un projet, oui, c'est un projet de loi complétant celui de 2006, imposant une obligation de réserve de 10 ans, je pense, c'est ça. J'ai eu je ne sais pas si c'est l'honneur de travailler sur cette question dernièrement. C'est-à-dire, on se retrouve actuellement. Même s'il y a des généraux retraités aujourd'hui qui veulent s'exprimer sur ce qui s'est passé durant la décennie noire, ils se trouvent face à une loi qui est contraignante vraiment et qui les confronte à des sanctions vraiment sévères. C'est-à-dire, après, il y a d'autres questions ou sous-questions qui viennent après ce projet. C'est-à-dire, un général à la retraite n'a même pas le droit, parce qu'il y a des vides juridiques dans le projet, n'a même pas le droit d'écrire ses mémoires. Il n'a pas le droit de s'exprimer dans une conférence débat. Il n'a pas le droit, tout simplement, il n'a pas le droit de faire de la politique, même s'ils ne le disent pas clairement. Mais ce qui lui oblige, à part dès qu'il sera en retraite, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire, il ne sera pas libre de dire quoi que ce soit sur ce qui s'est passé pendant qu'il était en fonction. Voilà. Est-ce que c'est l'affaire Ben Hadid, c'est les déclarations de Ben Hadid à la radio M qui ont contraint le pouvoir à imposer ce projet? Parce qu'il a dit vraiment des choses très intéressantes. J'ai parcouru un peu le projet, en effet, il est vague. Parce que on commence par dire que dans le cadre du respect des lois de la République et du respect des droits de l'homme, c'est-à-dire si on inclut le respect des droits de l'homme, ça veut dire que la personne peut parler des sujets, excepté les sujets d'ordre militaire. Voilà. Voilà. Et après toute expression, atteinte à la crédibilité des institutions, de l'État, etc., tout ça c'est vague, c'est des notions élastiques, très vagues, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. On peut donner la parole à un représentant de RAJ qui va se présenter lui-même. Donc bonsoir tout le monde, Sarah Flocon, c'est Jalal de l'association RAJ. Tout d'abord, je tiens à féliciter le collectif des familles disparues pour ce nouveau-né. Donc, comme son nom l'indique, radio sans voix, donc ça résume tout. Donc, tout ce qui n'ont pas de voix, donc c'est un espace pour s'exprimer. Donc, c'est une tribune pour ceux qui n'ont pas de tribune. Tout d'abord aussi, je voudrais partager avec vous l'expérience de l'association RAJ par rapport à la radio web. Donc, comme vous
savez, donc c'était le 3 mai. On vient de lancer notre propre web radio. Donc, bon, en tout cas, c'est un peu différent, mais justement parce qu'on a opté pour un programme un peu léger par rapport au vôtre. Donc, c'est un programme. Et on se complète. Oui, oui, justement. Donc, c'est un programme qu'on a en fait 2 émissions. Donc, une émission hebdomadaire qu'on a appelée l'invité de la semaine. Donc, c'est une émission qui traite, c'est des entretiens avec des personnalités du monde politique, du monde culturel, artistique. Donc, c'est l'invité de la semaine. Il y a aussi une autre émission qui est une émission semi-mensuelle, donc bimensuelle. C'est l'émission Café des Libertés, donc c'est une table ronde de débat. Donc on traite souvent les questions d'actualité qui occupent la scène publique. Donc pour le thème d'aujourd'hui, de cette intervention, donc si on remarque les 2 avant-projets, donc c'est des questions qui quelque part sont liées, pas forcément directes, mais indirectement à la question des disparus. Donc c'est des questions vraiment sensibles par rapport à la question des disparus en Algérie. Donc justement, donc avoir un texte de loi par rapport à ainsi comme celui-là dont le Conseil des ministres a fait passer, donc sur la question du Conseil national des droits de l'homme, et aussi pour la question des militaires qui sont à la retraite et qui ont avec eux donc certains secrets par rapport à la question à cette question des disparitions forcées. Parce que c'est passé lors de la décision. Exactement. Donc, ce qu'on trouve, c'est une atteinte déjà aux droits de l'homme. Donc, parce que même si un militaire a exercé ses fonctions en tant que militaire, mais même à la retraite, il a le droit de s'exprimer, de parler, de dire, de dénoncer ces pratiques-là. Et aussi, c'est une atteinte à la liberté d'expression, parce que, comme il vient de dire le camarade Adel, donc ce projet de loi, c'est un projet complétant celui de 2006. Donc c'est à partir des déclarations de Ben Hadid qui ont forcément visé à accélérer la procédure d'avoir un tel projet de loi. Et j'ai une petite question qui est adressée à M. Ben Saad, si vous pouvez me répondre. C'est est-ce qu'en Algérie, il y a une loi où il y a des lois qui permettent d'ouvrir des enquêtes impliquant des enquêtes sur des allégations d'abus, comme par exemple le cas des disparitions forcées, qui impliquent l'État? Est-ce qu'il y a des lois qui nous permettent d'ouvrir des enquêtes? Non, les lois, bien sûr que les lois existent. Elles existent pour tout le monde, ce n'est pas uniquement pour l'État. Dans le code pénal, vous avez une série, donc un arsenal de dispositions pénales qui permet à toute personne, bien entendu, de déposer plainte contre les mauvais traitements, contre les disparitions, contre les tortures. Ça existe. Simplement, à ma connaissance, toutes les plaintes qui ont été déposées au niveau des parquets n'ont jamais abouti. Voilà, sinon les lois existent. Maintenant vous allez, votre question, elle renvoie à des questions plus complexes, à la séparation des pouvoirs, à l'indépendance de la justice. Mais bon, après, vous savez, les expériences concernant les disparitions forcées, toutes les expériences ont été plus ou moins critiquées, d'ailleurs par leur propre société. Il n'y a pas une expérience dans le monde qui a servi de référence ou de modèle. L'Afrique du Sud, l'Amérique latine, etc. Mais toutes les expériences ont un dénominateur commun, que ce soit en Amérique latine, que ce soit dans les pays d'Europe du Sud, notamment la Grèce, le Portugal, l'Espagne. On remarque que le dossier des disparitions forcées ont été réouverts après un changement de régime. Ça, c'est un dénominateur commun. Toutes les sociétés qui ont vécu ces drames
ont vu les plaintes aboutir, les dossiers ouvrir, mais c'est après un changement de régime. Juste, je voudrais compléter un peu sur sa question. Lisa, des plaintes, oui, comme dit Mme Bellissère, des plaintes, on en dépose toujours. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais cessé de déposer plainte, même si la justice, soit elle ne répond pas, pour la majorité, si elle ne répond pas, soit elle répond, elle demande des non-lieux. C'est toujours des non-lieux, même si on dépose plainte contre une personne bien précise, un policier ou un militaire bien précis, donc c'est toujours un non-lieu qui est rendu par le tribunal. Il y a des dossiers qui ont été jusqu'à la Cour suprême. Chez nous, dans les familles disparues, nombreux sont les familles disparues qui ont pu, grâce à l'aide bien sûr d'avocats qu'on remercie, qui ont pu aller jusqu'à la Cour suprême, qui ont rendu des non-lieux, qui ont confirmé le non-lieu de première et deuxième instance. Mais c'est ce qui nous a permis aussi de déposer des communications. En Algérie, on n'a pas pu aboutir la plainte n'a pas pu aboutir. On a quand même déposé des communications grâce à ces dossiers où il y a eu quand même toutes les voies de recours ont été épuisées dans le pays. On a pu déposer des communications au Comité des droits de l'homme. Mais, comme l'Algérie est toujours contradictoire, c'est comme cette loi sur les militaires, j'y reviendrai, c'est toujours contradictoire, donc on a une justice, on a un tribunal, on a des lois, mais on a d'autres lois qui nous empêchent d'accéder à la justice, comme la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et ses textes d'application, nous empêchent d'aller à la justice. Aujourd'hui, l'article 45 de la Charte dit que nul n'a le droit de déposer des plaintes contre des agents de l'État qui ont dignement sauvé la nation. Donc, d'un côté, on a le droit, personne ne peut, la Constitution nous donne le droit à accéder à la justice, et d'un autre côté, il y a une loi, qui est une loi d'amnistie, que je pense que tout le monde connaît, et qui nous interdit d'aller à la justice. Mais quelque part, ça nous sauve parce que même si aujourd'hui, les familles n'ont pas épuisé toutes les voies de recours dans le pays, donc on prend comment dire, pas l'exemple, mais on prend comme prétexte, pas comme prétexte, c'est pas que c'est un prétexte, parce que beaucoup de familles, toutes les familles ont déposé plainte. Il y en a qui, au bout d'un certain moment, en ont eu marre de s'adresser à la justice parce que la justice nous ignore. Il y en a d'autres qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Mais on peut dire que si on n'a pas, on ne peut plus aujourd'hui épuiser les voies de recours. Vous savez que pour déposer une plainte au niveau international, au Comité des droits de l'homme ou à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, on doit avoir épuisé toutes les voies de recours dans le pays avant de pouvoir accéder au droit international. Et donc aujourd'hui, avec la charte, avec la charte, on ne peut plus nous adresser à la justice, donc c'est un obstacle, donc c'est encore une autre violation qui va s'ajouter à toutes les violations qui sont comprises dans le crime de disparition forcée, qui comporte d'innombrables crimes, parce que la disparition forcée, ça ne s'arrête pas au jour où la personne a été arrêtée, parce que la personne a été arrêtée. Non seulement elle est disparue, mais pendant sa disparition, et j'espère que non, j'allais dire jusqu'à sa mort, j'espère, parce qu'on espère toujours que nos enfants sont vivants, mais il a quand même, tous ses droits ont été violés. Non seulement il a été torturé, il n'a pas eu droit à l'avocat, il a été incarcéré, il a été privé de sa liberté, il y a toutes ces nombreuses violations qui sont comprises dans la disparition forcée, et derrière il y a toute la famille aussi qui est aujourd'hui considérée dans le droit international, la famille est considérée elle-même victime de disparition forcée, ce n'est pas que le disparu seulement, la famille est considérée victime de la disparition forcée. Et pour revenir à la loi sur les militaires, la charte, elle n'est pas venue pour nous apporter quelque chose, bien que Bouteflika, il l'a porté comme étant le seul moyen de revenir à la paix dans ce pays, la seule solution, la grande solution pour revenir à la paix. Ben non, c'est une loi qui vient de protéger, c'est une amnistie. Si on n'a plus le droit de s'adresser à la justice, c'est pour amnistier les auteurs des violations graves des droits de l'homme qui ont été commises pendant les années 90. Mais la charte ne vient pas amnistier que les agents de l'État. La charte amnistie autant les groupes armés qui ont assassiné et tué pendant des années dans ce pays. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de déposer plainte contre eux, et en même temps les agents de l'État. Aujourd'hui, il y a une autre loi qui vient pourquoi ? Parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent mal aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui ont commis des horreurs, il y a certaines personnes qui ont eux-mêmes commis des horreurs ou qui ont assisté à des horreurs et qui aujourd'hui n'en peuvent plus. Il y a des langues qui commencent à se délier, il y a des langues qui commencent à parler, il y a des informations. Nous, dans notre quête de vérité, de recherche toujours de la vérité et de la justice, on rencontre beaucoup de gens et il y a des gens qui commencent à parler. Et je pense que ça aussi, c'est l'un
pas la cible, mais j'allais dire l'une des excuses pourquoi ce avant-projet de loi, c'est parce qu'ils ont peur que les militaires ne puissent dévoiler ce qu'ils ont vu pendant les années 90, à mon avis. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Hier, j'ai vu justement une émission sur KBC, un général à la retraite qui a été invité à Naam. Je pensais à ça d'ailleurs. Hein? Je pensais à ça. Je pensais à l'émission. Ah bon? Oui, justement, je voulais pas prononcer son nom, mais voilà, puisque vous venez de le dire. Eh ben, il a parlé de nombre de disparus ou bien de victimes la décennie de noire. Donc, certains parlaient de 200 000, certains de 100. Donc, c'est un chiffre qui suscite toujours de la polémique. Il est objet de politique. Donc, j'aimerais bien savoir plus sur le chiffre et sur la question là. Voilà. Selon lui, dans ses déclarations, il dit qu'il y a des chiffres réels qui ne sont détenus que par les services de sécurité et il y a le chiffre politique. D'ailleurs, il a donné l'exemple des 1,5 million de shahids durant la Révolution nationale. Il dit que les chiffres exacts sont à 700 000, c'est un ordinateur qui a dit ça, 700 000 ou 800 000, c'est quand même énorme. Pour la décennie noire, il y a 80 000. Voilà, il parlait de 100 000 victimes. Pour moi, ce n'est pas un disparu, c'est pas un numéro, c'est pas un chiffre. Et la guerre des chiffres, il y a toujours eu la guerre des chiffres. Je me souviens même au début, quand on a commencé à parler publiquement des disparus, Zarbara qui venait dire à l'ONU ou ailleurs, les disparus, ça se compte sur les doigts de la main, en faisant ce geste exactement là. On ne fait pas d'omelette sans casser œufs, d'œufs, et voilà, c'était toujours ces arguments-là. Et puis après, et lui-même, quand l'Algérie a été examinée par le PU, par l'examen universel, périodique universel, là, le dernier, lui-même a donné certains chiffres en disant qu'il a fini par dire qu'il y a eu, je ne sais plus si c'est 65 000 ou 45 000 personnes qui effectivement étaient détenues, étaient en garde à vue, et la garde à vue s'est prolongée, et je ne sais plus ce qu'ils sont devenus, ce qu'il a dit publiquement aux Nations Unies. Donc lui, il a toujours annoncé des chiffres. Et les chiffres sont montés jusqu'à... Le chiffre officiel aujourd'hui que l'État donne aux Nations Unies, dans la réponse aux communications, c'est 8023 familles de disparus par jour. Non, mais on ne peut pas parler aujourd'hui de chiffres réels tant qu'il n'y a pas eu un travail. Nous, on fait ce qu'on peut. Le pays est vaste. Malheureusement, tout le pays a connu la disparition. Certaines régions moins que d'autres et d'autres beaucoup plus que d'autres, on ne sait pas pourquoi. On recense ce qu'on peut recenser. Nous, on a 5000 dossiers. Mais il faut le faire, le travail. S'il n'y a pas un mécanisme qui se met en place dans ce pays pour recenser toutes les familles disparues, combien de disparus il y a eu, on ne pourra jamais savoir les chiffres. Et de toute façon, les chiffres, c'est pas ce qu'on recherche. Un disparu, c'est un disparu. Un mort, c'est un mort. Une victime, c'est une victime. Un torturé, c'est un torturé. Moi, je voudrais rejoindre un peu ce qu'a dit Nasser Aditour. Moi, il me semble qu'il ne faut pas entrer dans le piège des statistiques. Parce que, comme dirait l'autre, un mort est un mort, 100 morts, c'est des statistiques. Et on entre dans la guerre des chiffres. Il y a une évolution, si l'on veut, dans la position politique, dans la position officielle. Au début, on disait que ce sont des personnes enrôlées dans des maquis terroristes. On savait qu'ils n'étaient plus là. C'était des gens donc qui étaient. Et puis, on a commencé à dire, oui, c'est vrai, ils sont quelque part, mais nous n'avons rien à voir avec eux. Ce sont plutôt les maquis des terroristes qui les ont, parce qu'ils ont arrêté de les soutenir. Et ensuite, on est arrivé à la formule hadith un peu quelque part, je ne sais pas si elle est subtile ou pernicieuse, en disant l'État est responsable, mais il n'est pas coupable. C'est vrai que ça existe. Et là, on arrive maintenant aussi, et tout est lié, on est arrivé à cette obligation, pour arriver un peu à ce texte-là qui parle d'obligation de réserve, qu'il confond avec la notion un peu de secret. Il est vrai qu'un militaire qui est enrôlé ne peut pas révéler des informations. Ce serait dangereux un peu pour tout le monde.
Mais le danger aussi, c'est que un peu pour les militaires, ce sera une sorte d'obligation de réserve à double vitesse. C'est-à-dire que Gaït Saleh a le droit de soutenir et d'adresser un télégramme de félicitations à un secrétaire général d'un parti, mais un autre militaire qui serait à la retraite n'a pas le droit de donner son opinion, ce qui est paradoxal. Parce qu'en principe, c'est plutôt le ministre de la Défense qui devrait se maintenir à son obligation de réserve à double titre, en tant que militaire, en tant que fonctionnaire. Et ça, c'est tout l'enjeu de la position de l'armée dans la politique. On a eu une grande évolution, pour ceux qui s'en rappellent, en 1988, lorsque deux chefs militaires sont allés devant le président de la République lui demander de les décharger de leur charge politique. Ils sortaient un peu, et c'est ainsi qu'on allait un peu vers l'armée de métier, cette armée neutre qui sortait de... Et puis on est arrivé maintenant à la situation actuelle où l'armée elle-même, si vous voulez, s'est impliquée dans les débats politiques, a commencé à intervenir, puis c'est un débat politique orienté. Moi, je ne suis pas tout à fait contre. Je suis pour cette obligation des réserves, mais pour qu'elle soit bien comprise, ou plutôt bien gérée. Bonsoir tout le monde. Déjà, merci pour cette invitation et vraiment vivement bravo et encore bravo pour cette initiative de lancer ce genre de choses, si j'ose dire, ça veut dire des espaces de libre expression. C'est ce qui nous manque ici en Algérie. Revenons un peu sur la question par rapport à la nouvelle, ce qui sera la nouvelle loi qui met et qui oblige les militaires et les officiers de réserve, etc., pour avoir, pour dire, leur muter un peu directement toute capacité de s'exprimer dans le domaine public. Je pense un peu ce n'est pas par rapport à tout ce qui a été dit dans les années qui a été dit dans les années 90. Ce n'est pas tout à fait lié par rapport à ça. Parce que si on voit un peu actuellement la classe politique, ou bien même actuellement les personnes qui sont actuellement à la tête de l'armée actuellement, ne sont pas forcément tous ceux qui ont fait les défaillances, les erreurs, ou bien les massacres, les crimes des années 90. Donc, ce n'est pas forcément cela. D'ailleurs, il y a eu même un jeu politique de la part de ceux qui sont actuellement dans les Liviers, etc., de menacer avec la carte de ce qui s'est passé en 1990, dans les années 90, les militaires actuels pour qu'ils ne puissent pas y aller loin dans leurs déclarations. Je pense qu'il y a un double jeu dans cette affaire-là. Mais c'est spécialement lié à la crise politique que veulent les pays, notamment au sommet de la gouvernance. Actuellement, il y a tout un esprit d'initiative ou bien une volonté de la part des anciens militaires de revenir sur la scène politique. Et on l'a vu même à travers la CNLTD, il y avait le général Yala, je pense, qui était présent. Il y avait actuellement beaucoup de généraux qui se sont exprimés. Il y avait même le général Taufir qui s'est exprimé à travers une lettre ouverte pour la première fois à travers la presse. Donc il y a une volonté des anciens militaires de revenir sur la scène politique. Et de là, le jeu a été fait. C'est qu'actuellement, la seule carte qui peut être jouée, c'est d'émettre une loi pour qu'ils ne puissent pas parler. Parce que le fond de commerce politique de ces généraux et de cette classe politique, c'est leur passé. Et notamment le passé des années 90. C'est tous issus de la promotion des tapis rouges, etc. Donc, le seul fond politique sur lequel ils peuvent jouer et faire un discours politique basé sur une approche plutôt historique de se légitimer, c'est les années 90. Donc, après les années 90, il y a eu la décadence de leurs forces, etc., à travers la venue de Bouteflika, etc., et surtout à partir de 2004. Donc, et cette volonté de revenir sur la scène politique, donc, a forcé l'autre pôle à réagir à travers des lois, à travers des restrictions et même à travers des emprisonnements tels que le général Belhadi. Maintenant, pour ce qui est d'un autre point de vue aussi, la question de parler sur les disparus ou pas. Actuellement, c'est un syndrome, il faut le dignifier dans la société algérienne, et ça on peut le voir même durant la Révolution. Actuellement, ça reste toujours un tabou de parler sur l'exécution des berbéristes et des messalistes durant la Révolution à travers c'est-à-dire les résolutions du Congrès de la Sommam, où il y a eu décision claire d'exécuter et d'assassiner les berbéristes et les messalistes. Actuellement, il y a même des berbéristes où on ignore leur sépulture, on ignore là où ils sont enterrés, notamment Barkait Mengelet, etc.
Donc, cette problématique de gestion de l'État, ça veut dire pour eux, de parler sur le passé, de parler sur tout ce qui s'est passé, pour eux, c'est une forme de déstabilisation, c'est une forme de mettre un peu l'image de l'Algérie en risque, etc. Mais ça, vraiment, c'est une erreur. Si on veut y aller de l'avant, on doit discuter de ces choses-là. On ne dit pas, ça veut dire SOS disparu, a tout à fait raison à 100%, et ce qu'il ne déclare pas, c'est aussi une forme de dire, voilà, il y a eu des drames qui ont été faits, il y a des disparus, il y a des gens actuellement qui cherchent la vérité de leurs parents, de leurs enfants, de leurs frères, et qu'est-ce qui s'est passé? Où sont partis? C'est une question légitime qu'on doit résoudre, sinon on va retomber dans les mêmes erreurs, on va retomber dans les mêmes échecs. Pour ce qui est de... Je vais retourner un peu aussi à la loi, j'ai oublié ce point. Ce n'est pas, pour ceux qui disent actuellement, ils sont en train d'émettre des arguments. C'est-à-dire, après avoir signé la loi au niveau le projet de loi au niveau du Conseil des ministres, donc ils commencent à émettre des arguments, notamment sur la sécurité nationale, ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe en Libye, etc. C'est tout à fait faux parce que les services de renseignement de l'Africom savent tout sur les opérations militaires qui se fassent au sud, ainsi que les Américains. La relation de l'État algérien avec Jabhat al-Ansar Din, Ansar Sharia au sud, où ils ont essayé de rapprocher pour essayer un peu de jouer aux secouristes au niveau du sud, c'est connu par toutes les chancelleries et ça se dit et ça se raconte au niveau du conférence un peu partout dans le monde. Pour ce qui est des secrets militaires, je ne pense pas qu'on n'a pas un armement, ça veut dire spécifique à l'Algérie ou bien des stratégies. Tout se fait en collaboration avec d'autres puissances militaires, notamment américaines, européennes et africaines. Donc je ne pense pas qu'on a vraiment un fonds secret militaire, notamment par exemple même le problème avec le Maroc, notamment les subventions au Front Polisario, le rôle de l'Algérie qui joue actuellement diplomatiquement en Libye. Je ne pense pas qu'on a vraiment un fonds sécuritaire sur lequel on peut jouer et on va dire voilà, il faut vraiment obliger les généraux de ne pas parler. Donc la réalité des choses par rapport à cette loi, ce n'est pas lié vraiment à 100% à la question des années 90, c'est principalement par rapport à l'actualité, par rapport aux enjeux politiques actuels. Donc c'est ça. Pour ce qui est je voudrais revenir à la question principale, celle des disparus. Je ne pense pas que la loi va vraiment gêner la question des disparus, parce que ces généraux, c'est eux qui étaient les commanditaires, c'était qui étaient au pouvoir. Donc je ne pense pas qu'ils vont commencer à dire, ils sont tous responsables, de l'adjudant jusqu'au colonel, du chef, ils sont tous au courant de ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas ça qui est vraiment, c'était la volonté des anciens militaires de revenir sur la scène. Ce n'est pas la question des disparus, ce n'est pas la question des droits de l'homme, c'est la question de revenir à la gouvernance, de revenir, de jouer un jeu politique, d'être là politiquement, de gouverner, d'être présent. Je voudrais bien m'étaler sur la question, ça veut dire droit international et tout ça par rapport à la question, mais bon, j'aimerais bien laisser la voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Merci. Bonsoir, moi j'ai une question à poser à Maître Benissade. Je voudrais savoir ce qu'il en est concernant ces avant-projets au niveau de l'extraterritorialité de cette loi. C'est-à-dire que Lila parlait de l'exil de ces anciens militaires qui veulent parler. Est-ce que cette loi aura réellement un effet sur eux à partir du moment où ils sont à l'étranger? Ou est-ce que ce n'est pas juste une pression du gouvernement algérien que de dire « attention, on est encore là ». Mais finalement, ça ne servirait à rien, s'il se trouve en France notamment. Dès lors qu'il est algérien, il peut être poursuivi ici pour les infractions même qu'il a commises à l'étranger, c'est-à-dire même des déclarations à l'étranger. Donc pour ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de ceux qui s'expriment ici, ceux qui s'expriment à l'étranger. Ah oui, s'il a changé de nationalité, c'est autre chose. S'il a une autre nationalité, c'est autre chose. Mais de toutes les manières, vous savez, maintenant avec la circulation de l'information, on ne peut pas... Je vois mal comment ils peuvent après empêcher les gens de parler. De toutes les manières, moi je pense, je rejoins un peu la dernière intervention, moi je pense que c'est des anciens militaires qui veulent revenir sur la scène politique et s'exprimer. Donc il y a un jeu in fine, je pense qu'il y a une guerre de clans, encore une fois. Il y a des clans qui donc reviennent parce que les élections présidentielles se profilent.
Et puis chacun essaye de mettre son pion. Et puis il y a des gens qui veulent notre clan, qui essayent de se positionner par rapport aux prochaines élections. Donc encore une fois, parce que vous savez, une loi, je vais reprendre l'expression de Karl Marx, c'est toujours le résultat d'un rapport de force. Une loi n'est jamais innocente, c'est-à-dire il faut toujours dire pourquoi on a fait cette loi et dans quel but. Et donc il y a toujours des intérêts, des enjeux dans la loi qu'il faut bien sûr, après tous les avis sont permis, mais après il faut essayer de décoder tout. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Je pense qu'on ne peut pas clôturer ce débat avant de donner la parole aux familles des disparus qui ont vraiment contribué pour la réussite de ce projet Radio des Sans-Voix. Salam alaikum, صحة فطوركم وصحة رمضانكم. Bon, notre problème est toujours avec un point d'interrogation. Cela fait 20 سنة وكاين 22 وكاين 23. Bon, on est toujours les mères qui n'ont jamais eu peur. Et on est là pour combattre et pour lutter, pour connaître ne serait-ce que la vérité, puisque la justice n'existe pas. وحنا هما الأمهات اللي رانا ديما تايهات نحوسوا على ولادنا ونحوسوا نفهموا كيفاش داوهم وعلاش داوهم وين راهم. C'est toujours des points d'interrogation qu'on vit toutes les nuits, tous les mercredis. D'ailleurs, on est les mères du mercredi. Pour le rassemblement. Mais hélas, quelques familles vraiment ont perdu l'espoir et d'autres sont décédées, d'autres luttent encore. Il y a des enfants qui ont pris le relais aussi, il y a des familles. Oui, il y a quelques enfants de disparus qui cherchent toujours à connaître la vérité. Et ce que je souhaite, c'est que notre histoire restera gravée à tout jamais dans l'histoire de l'Algérie. Il ne faut pas oublier les mères, les pères, les sœurs. Il ne faut pas les oublier, il faut que ça reste gravé. وماذا بينا يعني الشعب تاني شويه بون كاين اللي لحد الان يقول لك شكون نتوما وين راحوا. On leur explique كيفاش راحوا ما راحوش هكذا qui n'ont pas disparu dans la nature. داوهم avec des témoignages, avec des gens qui étaient présents, qui ont été arrêtés et relâchés. Mais hélas, كما نقولوا 600 morts, qu'on nous dise. Où sont-ils enterrés? 600 vivants, où sont-ils? Dans quelle prison sont-ils? هذا واش نحبوا. ماذا بينا يتلقوهم des handicapés, يتلقوهم. On est prêt à les recevoir à bras ouverts. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Je remercie tout le monde. يعني نشكرهم كاع اللي قدروا يحققوا لنا هذه الامنيه هذه دوبي دي زاني وحنا نستناو ونتمنى ان شاء الله النضال يكمل معنا. يعني انايا في الاول ماشي انا اللي كنت نشارك في النضال، كانت يما يعني ملي بدينا 98 يعني النضال تاعنا حتى لحقت 2010 خلاص سيتي لا ليميت ليما ولات ما تقدرش، خلاص ولات حبست كومبليتمون ما تقدرش تجي، يعني خديت بلاصتها وان شاء الله نكون. كانت يما ليا يعني قدوه، سيتي المهم مريضه ويعني كاع واش كل اربعه كل مسيره يديروها غير تدخل للدار دو ا زد تحكي واش دارت واش صرا وكيفاش داروا هكذايا. يعني خطره برك راني شافي من قبل ما نبدا النضال تاعي من قبل 2010 توفى خالي الله يرحمه، قالت لي يما روحي انتي في بلاصتي ما نقدرش نحضر لهاد المسيره، روحي انتيا
ما تخليش الدعوه فراغ في بلاصتي. رحت جامي تحت لي بصح جامي شفت بعيني يعني كيفاش كانت دير الامن للامهات والاباء، يعني نساء كبار عجايز ويضربوا فيهم. هذا يعني هذيك الخطره هذيك تنخلعت، جيت شوكي يعني جو ماتوندي با. انا ما ديناوش ليا باسكو ما يعرفونيش، اول مره اللي حضرت هذه المسيره هذه، بصح يعني حاجه ما تتنساش. ما ظنيتش يعني الحق الوقت اللي ضربوا الامهات ولا الاباء. Je remercie toutes les mamans, tous les papas qui me يقولوا les sœurs, les épouses d'un disparu. Il a disparu en 94. Il s'appelle Benja El Mourad. Il est né le 12 août 67. يعني أنا واش نقول تالمو كان مدين، يعني وقيل على هذه الدولة داتو، يعني مدين لعمره ماشي لواحد آخر. إيتي تخي بيو، يعني كان بنادم يعرفوا كيفاش كان. جو بونس با يديروا له واش داروا له درك. مازلنا ناضلوا لي بلانت اللي راني نديرهم على جالو. déclaré mort le 12 août 94 au cimetière de l'Alia. Et la date correspondait à sa date de naissance. Sa date de naissance. Il est né le 12 août, il est mort le 12 août. La première date de décès قالوها لي le 28 mai 94. قتلوه في القصبة وبعد قعدنا نواصلوا دائما النضال، ندير لي بلانت وندير هذه وندير هذه. درنا هنايا اجتماع، قلنا نروحوا نشوفوا في العليا بالك نصيبوهم بيسك داوهم باسمهم، بالك سي با دي زيكس الجيريان. رحنا للعاليه ودرت معاهم حوست، صبتوا لي محطوط ميت في العاليه. اللي انغيستري ما في العاليه. وليت يامات من بعد قلت لها هذيك لا فونكسيونير خويا ميت في 94 في اوت 94، ماذا بيك تقولي لي عندي بزاف ما تجيش القبر وما نعرفش بلاصتو وراهي. قالت لي ما كاش مشكل نحبس لك في الغوجيست. حبسته لي وقريت معاها مور لو 12 اوت. قالت لي سمحي لي خوك انت ضحيه الارهاب. قالت لي خوك مقتول من طرف الارهاب 12 اوت 94. بات يومين في القبه، في السبيطار تاع القبه، وبعد دفنوه. رحت حوست عليه في السبيطار، جي في دي ريشيرش بيرسونيلمون. صبتو في كي حوست في القبه ما صدتوش، ما كانش حوست انا مع الراجل مع السيد، حوست عليه في الغوجيس ما اكزيستيش. وبعد عاودت ورحت لاميري، قلت لها جبت لك دو ديسي بوغ ات سيغ فيس دو بنجاع العلي دو زول الملكه. قلت لها اختي شكون ديكلارا هذا خويا ميت؟ قالت لي وعلى ماشي العائله تاعك اللي ديكلاراتو ميت؟ قلت لها لا ماشي العائله. قلت لها هذا الاسم اللي مكتوب في لاك دو ديسي ماشي هو، ما نعرفوش. الوغ هي كي جبت لي الريجستر انا فت لادريس تاع الراجل، رحت ليه للدار، رحت ليه حتى للدار. قال لي جو سوي ان فونكسيونير في لا مورغ. قال لي جابوه لي ميت. قال لي قعدت 3 شهور عندي في لا مورغ، حنا اللي نديروا لي بروسيدور باش يدفنوهم. قال لي ولي لي نعطيك لي رونسانيمون اكزاكت. قال لي للاسف عندي خوك ما توفى 7 جوان 94. قال لي مات قتلاته الدوله، جابوه هنا على 10 وربع تاع الليل. قال لي جابوه هنا مشاطونف. قال لي ما نزيديش لي دات كاع اللي عطاو لكم ما تمنيهمش، هذه هي الصح. عاودت زدت ديبوزينا بلانت اوبري دو بروكورور باش بور ليكزوماسيون دو كور. هذا ما ديجا تختار ديجا بزاف. تحقيق الاخر فقا نون ليو. عاودنا غولونسينا لافير 7 شهور باش ردوا لي. كي ردوا لي واش يقول لي شكون عطاك ترخيص تاع الدفن؟ كان عندي ترخيص تاع الدفن نجي لك، على بالي وين راهو خويا مدفون، ما كان ليكزوماسيون دو كور بيسك على بالي ليه هو. قال لي جيبي لي شكون اللي عطى التسريح باش يدفنوا خوك. ومن بعد عاودوا عيطوا لنا جندارموري تاع باب جديد. قال لي رحت انا ويما، قال لي عندي موفيز نوفيل، حكمني على الطرف. قال لي جي موفيز نوفيل بور فو. قلت له غير خير واش كاين؟ انا عن بالي صابو مدفون في العاليه. قال لي مات في الجبل في 2006 4 فوا سي 4 فوا. قال لي مات في الجبل في 2006. وين هذا المضرب؟ قال لي ما على باليش. قلت له يعني تما. بعد يما جات ليا قالت لي واش كاين؟ علاش شدك على الجنب؟ قالت له قول لي حاجه اللي تدخل لي للعقل. قالت واش راك تمسخر بيا هكذايا؟ كل خطره وين مات؟ الوغ ما على بالهمش اللي خويا توفى محطوطه في العاليه. مات في 28 ماي 94، مات لو 7 جوان 94، مات في الجبل مع الاخر في 2006. قلت له كيفاش تعطونا كونستا دو ديسباريسيون 2006؟ قال لي كانوا ما على بالناش هذاك الوقت وكل على بالنا يا خوك مات في الجبل، بصح ما على بالهمش وين مات وخلاص. شوفي داك التمسخير راني فيه
شوفي الباركور رانا في 2016 ومازالنا يتمسخروا بينا ويجوزوا بينا الوقت. قلت له إنفا بوغ توت البروكيرور قول لي إذا هو ولا ماشي هو ليكزيماسيون دو كور. قلت له واحد ما يموت 4 خطرات، والله أعلم وين حتخرج هذه القضية. ميرسي.